Bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Voici les titres de ce lundi 15 avril. Du 10 au 12 avril, l'association Chaumune du lycée Charles de Gaulle à Chaumont a organisé une modélisation des Nations Unies. Explication dans un instant. Lundi 8 avril, un colloque sur les soins palliatifs a eu lieu à la maison de retraite de Sermaize-les-Bains. Le monde médical et politique étaient réunis pour échanger sur le projet de loi sur la fin de vie. La ville de Saint-Dizier a dévoilé sa liste d'ambassadeurs sportifs pour cette année 2024. Grâce à la signature de cette convention, ces sportifs de haut niveau pourront financer leur carrière professionnelle. Et on restera dans le monde du sport. À la fin de ce journal, nous recevrons sur notre plateau Issane Guérard, combattant MMA, et Jérémy Pic, entraîneur de l'association sportive Fight Camp à Saint-Dizier. Et voici pour les titres. Du 10 au 12 avril, l'association Chaumune du lycée Charles de Gaulle de Chaumont a organisé une modélisation des Nations Unies réunissant plus de 100 élèves de l'Académie de Reims et même de plusieurs pays. Cette simulation doit permettre de comprendre le principe et le fonctionnement des Nations Unies. Loïs Large. Nous ne sommes pas aux Nations Unies et pourtant c'est tout comme. Pour la première fois dans la région Grand Est, une modélisation des Nations Unies s'est tenue à Chaumont pendant 3 jours. L'objectif ? Réunir des jeunes de tout horizon pour s'initier aux négociations internationales. L'année dernière, pour la première fois, notre lycée, il y a eu une délégation qui est partie en Slovaquie, donc à Žilina, pour faire un Moon. Et on a tellement aimé qu'on s'est dit ce sera parfait à Chaumont parce que notre lycée, il est ouvert à l'international et on s'est dit Chaumont, c'est la ville parfaite. En plus, on a des beaux locaux et puis les personnes sont accueillantes pour un projet comme ça et c'est super. Au total, près de 100 élèves ont répondu présents, dont certains viennent de Pologne, d'Azerbaïdjan, de République tchèque ou encore du Maroc. Répartis en 2 commissions de 45 personnes, ils ont simulé 2 séances. Le premier comité a débattu en anglais sur le rôle de l'éducation des femmes dans le développement des pays. Le second, en français, sur la question d'une production et d'une consommation plus responsable. Une discussion qui nous semblait intéressante pour mettre directement dans la résolution. Ce serait une étude pour savoir à quel point, à certains endroits, les trains seraient plus avantageux que les bateaux. Chaque élève a pu se préparer en amont de l'événement pour représenter au mieux le pays qui lui était attribué. J'ai fait notamment beaucoup de recherches sur Internet, beaucoup de recherches sur les récentes décisions qu'a pris le Royaume-Uni sur le thème abordé. Et justement, ça m'a fait aussi apprendre beaucoup de choses sur le Royaume-Uni et beaucoup de choses sur comment les États font pour faire en sorte que certaines lois soient adoptées, en particulier dans le cas du Royaume-Uni où c'est une monarchie parlementaire et que ça marche un peu différemment qu'en France. Après 2 journées de débat, il était temps pour les 2 comités d'écrire la résolution. Pour la commission en français, c'est la Corée du Sud qui l'a rédigée et le Royaume-Uni était co-auteur. Donc, il y a notamment aussi un point sur l'éthique, les conditions de travail des personnes. Et aussi par rapport aux taxes des émissions de CO2, etc., les pays qui produisent plus et qui utilisent plus le plastique à usage unique. Et voilà, donc je pense que... Et aussi, il y a eu la création d'un fonds international donc, pour réguler et produire plus de matières éco-responsables. À l'issue de ces 3 jours, l'association Chaumont tire un bilan très positif de cette première édition et espère devenir la ville de référence des Moons dans la région Grand Est. Un deuxième Moon est d'ores et déjà envisagé pour l'année prochaine. La séance est suspendue. Lundi dernier, un colloque sur les soins palliatifs a eu lieu à la maison de retraite de Sermaize-les-Bains. Le monde médical et politique étaient réunis pour échanger sur le projet de loi sur la fin de vie. Un texte présenté ce mercredi 10 avril en Conseil des ministres après des mois de tergiversation au sein de l'exécutif et qui ouvre notamment la possibilité d'une assistance au suicide à des conditions strictes. Manon de Fontis avec Mathis Grenier. Parler de la fin de vie sans tabou, tel était l'objectif du colloque organisé à la maison de retraite de Sermaize-les-Bains, dans la Marne. Infirmiers, députés ou encore médecins, plusieurs personnes du monde médical et politique étaient réunies pour échanger sur un sujet sociétal et complexe, les soins palliatifs. Moi je pense qu'il faut d'abord mener ce débat avec des idées claires, c'est-à-dire déjà exposer ce que c'est les unités de soins palliatifs. Effectivement, la France, à l'heure actuelle où on parle,
la couverture nationale n'est pas complète. Et c'est ça qui est regrettable. Il faut déjà commencer par ça, à ce que tout le territoire français soit doté des unités de soins palliatifs. C'est ça, la colonne vertébrale. Après, on peut discuter. Il y a quelques semaines, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, a annoncé que le gouvernement compte investir 1,1 milliard d'euros supplémentaires dans le développement des soins palliatifs en France. Un plan qui s'étalera jusqu'en 2034. Actuellement, on dépense à peu près 1,7 milliard et on va mettre 100 millions par an cumulatifs pour porter ça en 10 ans à 2,7 milliards. Sur ce point-là, il y a quasiment un accord de tous les groupes parlementaires sur la nécessité de renforcer les moyens des unités de soins palliatifs. Par exemple, nos voisins meusiens et haut-marnais n'ont pas d'unités de soins palliatifs. Ils ont des équipes mobiles uniquement. Pour pallier ce manque, la ministre promet l'ouverture de 220 lits supplémentaires dédiés aux soins palliatifs. La maison de retraite de Sermaises-les-Bains a d'ailleurs pour projet de catégoriser 5 de ces lits en unités de soins palliatifs afin d'accompagner au mieux ses résidents en fin de vie. C'est toujours intéressant non pas de pouvoir s'adresser à ces unités de soins palliatifs en envoyant nos résidents en hospitalisation, mais plutôt en les accompagnant sur place, en ayant justement le personnel qualifié en soins palliatifs pour les accompagner sur place dans leur famille d'accueil, entre guillemets si je puis dire, et à la fois pour les familles de ces résidents et pour elles-mêmes, c'est vraiment leur procurer un confort de vie supplémentaire dans cette fin de vie. Le projet de loi sur la fin de vie a été présenté en Conseil des ministres mercredi 10 avril. Ce texte s'organise en 2 volets, avec d'une part le développement des soins palliatifs et d'autre part l'aide à mourir. Ce dernier est une grande réforme sociétale du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Le Musicalité a désormais une programmation complète. La ville de Saint-Dizier a en effet révélé cet après-midi 2 nouveaux noms. Il s'agit de Joseph Kamel et Aimé Simone. Ils se produiront donc sur la scène du Musicalité, respectivement vendredi 5 juillet à 19h et samedi 6 juillet à 20h. Et vous les voyez sur le côté de votre écran. On reste à Saint-Dizier. En cette année olympique, les sportifs sont au premier plan. Ce week-end, la ville a dévoilé ses ambassadeurs sportifs. Ces athlètes de haut niveau recevront une bourse pour poursuivre leur carrière professionnelle. Un reportage signé Brigitte Maestrassi. Ces 8 sportifs de haut niveau sont officiellement devenus les ambassadeurs de la ville de Saint-Dizier. Pendant cette année 2024, ils vont représenter la ville lors des compétitions sportives. Grâce à ce statut, ils ont tous reçu une bourse qui leur permettra de financer leur carrière professionnelle dans leur sport de prédilection. C'est une fierté personnelle, ça veut dire qu'ils ont confiance en nous, ça peut nous apporter beaucoup de bénéfices et honnêtement, ça fait plaisir. Je suis content parce que ça montre que tout le travail que j'ai prôné depuis toujours et que j'ai du mérite d'être ici. Ça me tient à cœur, je vois qu'ils me font confiance en même temps. Et ça me permet de découvrir des événements que je n'ai pas l'habitude de faire. Ils nous ont offert une subvention pour nous aider à financer des stages ou d'autres projets. Depuis que je suis petit, c'est un objectif. Et que ça soit réalisé, ça me fait très plaisir. Sélectionnés par le ministère des Sports, ces athlètes de haut niveau sont reconnus pour leur qualité sportive. En tout, 12 athlètes ont été choisis pour porter les couleurs de la ville. Avoir des ambassadeurs en cette année olympique est plus que symbolique. Certes, parmi ces 12 présents, aucun n'ira au JO, mais peut-être que dans quelques années, les prochains dans 4 ans. Donc vous voyez, eux ils sont déjà en ordre de marche, ils travaillent dur. Et le rôle d'une ville, c'est de les catalyser, de les motiver, de leur dire que vous n'êtes pas seuls, c'est tout un territoire, toute une ville on est derrière eux. Prochainement, la ville dévoilera le nom des 4 porteurs de la flamme olympique qui passera dans la cité Bragarde le 28 juin prochain à l'occasion des Jeux Olympiques Paris 2024. Et nous recevons à présent sur notre plateau Issane Guérard et Jérémy Pic. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous êtes respectivement combattants de MMA et entraîneurs au sein de l'association Fight Camp à Saint-Dizier, une association qui propose du MMA, de la lutte, du grappling ainsi que de la boxe thaï. Issane, vous avez appris il y a un peu moins de 15 jours votre sélection en équipe nationale d'Algérie de MMA. Tout d'abord, félicitations à vous. Avant de revenir sur cette sélection, est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce qu'est du MMA? Oui, bien sûr. Alors le MMA, c'est un mélange de tous les arts martiaux, donc
mix martial art en anglais. Donc on se retrouve en général dans une cage pour des soucis de sécurité, pour ne pas pouvoir passer par-dessus les cordes du ring. Ça, on commence debout, toutes les techniques de percussion, ensuite on peut utiliser toutes les techniques de lutte, judo, sambo. Et par contre, la particularité, c'est que le combat se poursuit au sol. On a des percussions au sol et tout ce qui est technique de soumission, immobilisation. Alors, je le disais, il y a un peu moins de 15 jours, vous avez été sélectionné en équipe nationale d'Algérie de MMA. C'est ça. Comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle et surtout, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? J'ai appris la nouvelle via une personne qui s'occupe, qui est en rapport avec la fédération. Donc, on s'était déjà parlé avant et j'attendais une réponse. Et quand j'ai eu cette réponse, je n'ai pas réalisé tout de suite puisque c'est une compétition que je m'étais fixée lorsque j'avais commencé depuis longtemps. Et j'ai toujours rêvé la faire, j'ai toujours voulu la faire. Et malheureusement, avec l'équipe de France, c'était pas possible puisqu'ils n'ont pas d'équipe mineure. Et quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais très content et j'ai pas tout de suite réalisé. Alors j'imagine pour le club, c'est une réelle fierté, mais aussi pour l'entraîneur que vous êtes. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est, on va dire, un premier palier, un premier aboutissement, parce que c'est la plus grosse compétition junior du monde. L'IMAF amateur, c'est ce qui est suivi par exemple des organisations comme l'UFC, qui est la plus grosse organisation du monde. Ouais, c'est vraiment, ça fait plaisir. Alors, du 5 au 11 août, Ihsan, avec l'équipe nationale algérienne, vous allez participer au championnat du monde amateur junior de MMA à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. C'est ça. Comment est-ce qu'on prépare une telle compétition? Ça se prépare très durement, avec des entraînements durs. Là, on va bientôt rentrer en camp, donc en camp d'entraînement. On va bouger beaucoup de clubs, donc essayer d'apprendre ailleurs, voir d'autres sparring partners, d'autres partenaires d'entraînement. Et puis, pourquoi pas, si les dates concordent, pouvoir faire un camp dans un autre pays. Donc, par exemple, l'Irlande, je sais qu'on a des contacts là-bas ou autre après à voir avec le coach, bien sûr. Et justement, le coach, j'imagine que on va mettre un peu plus de pression maintenant. Là, il va rentrer, il va commencer son camp, il va passer trois gros mois, 3 mois compliqués, à un rythme de 2 à 3 entraînements par jour, quasiment tous les jours. D'ailleurs, il va intégrer l'entraînement avec la team professionnelle à Nice, de M. Kassata, fin du mois, et ensuite avec M. Peroba au mois de juin, pour travailler tout ce qui est sol et lutte. Alors, vous avez participé, Ihsan, à de nombreuses compétitions, notamment en Belgique en février dernier, sur lequel vous avez remporté un prix. Est-ce que ce genre de victoire, ça contribue à être sélectionné en équipe nationale? Bien sûr, c'est toujours un plus, même si là, en l'occurrence, la Belgique, c'était pas mon pays, ça permet d'avoir d'autres titres. Et les titres, c'est ce qui marque, entre guillemets, les esprits au-delà des victoires. Et ça offre, comme j'ai une certaine légitimité, donc ça permet de pouvoir acquérir de l'expérience sur le CV, entre guillemets, et ça aide, bien sûr. Alors si on revient un peu sur votre parcours, depuis quand est-ce que vous avez commencé ce sport? Moi j'ai commencé en 2019, en fin 2019, j'ai eu une blessure d'environ 4 mois et ensuite il y a eu le Covid, donc ça a un peu freiné. Donc on enlève environ une petite année, mais sinon officiellement j'ai commencé en 2019, c'est là où j'ai assisté à mes premiers cours. Et pourquoi avoir commencé ce sport, justement? J'ai commencé ce sport parce qu'avant, je faisais de la boxe anglaise. J'ai arrêté. Je faisais en éducatif, donc rien de fou. Et puis, ce sport-là, c'est un sport que je regardais avec mon père. Et je trouvais ça un peu fou. C'était pas légal encore à ce moment-là. Et il n'y avait pas de club à Saint-Dizier. Et dès que le club il a ouvert, c'est ma mère au début qui m'a poussé. Elle voulait que je fasse quelque chose. Et j'ai essayé, j'ai tout de suite accroché. Après, j'ai pas arrêté. Et le club, combien est-ce qu'il compte d'adhérents aujourd'hui? À l'heure actuelle, maintenant, on est une centaine d'adhérents. On a ouvert en 2019, 6 mois après, on a eu le Covid. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'être venus sur notre plateau ce soir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Demain, pour l'info à 19h, ça sera avec Antoine Regnault. Passez une belle soirée, restez avec nous, l'info continue. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.